Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comment tu lis. Aujourd'hui, je reçois Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour Marion. Jonathan, on se connaît depuis très longtemps. On va pas donner les dates parce que j'ai pas envie. mais on se connaît depuis très longtemps. On s'est suivis parfois dans nos études, parfois pas, parfois littéralement. Où tu m'as dit Marion, j'aime pas ce que je fais, tu fais quoi toi ? Ah, du chinois, bah ça a l'air fun, viens, attends, je viens. Oui, et ça a changé ma vie, c'est incroyable. Donc on se connaît depuis très longtemps, on se voit quand on peut, parce que des fois certains d'entre nous déménagent en Chine. Mais t'as un parcours du coup un peu funky, parce que donc on a fait plus ou moins nos études ensemble, on a fait des études de langue, on a appris le chinois. Moi j'ai pas du tout kiffé, mais toi beaucoup. Oui. Et par un concours de circonstances, t'es parti vivre en Chine, travailler en Chine, t'as été traducteur, tu as présenté une émission sur une chaîne chinoise en français. Effectivement. Puis tu es rentré en France et tu as changé de voie pour devenir traducteur de langue des signes. C'est ça, interprète en langue des signes. Interprète en langue des signes. Et parce que j'ai toujours eu l'impression que tu avais un peu la bougeotte et que tu avais un espèce de besoin d'apprendre de nouvelles choses, de toujours alors pas te challenger parce que c'est un mot que j'aime pas trop, mais toujours de remettre en question tes acquis, de pas rester sur des bases entre guillemets confortables et de toujours aller plus loin. Et en fait, à chaque fois qu'on se revoit, peu importe le temps que ça a pris, on s'est pas vu pendant des mois, on se voit pas pendant quelques semaines, à chaque fois qu'on se revoit, il y a toujours un moment dans la conversation où on se demande « Et toi, qu'est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu as lu ? Qu'est-ce qui t'a plu ?» Du coup, aujourd'hui, je voudrais te poser la question, quel genre de lecteur tu es ? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une activité que tu fais depuis enfant ? Alors oui, parce qu'on en parlait dans la cour de récré. Mais est-ce que ça a un impact, une signification particulière pour toi ? Est-ce que ça peut être parfois une obligation quand on est à l'école, etc. Quel genre de lecteur es-tu aujourd'hui ? Eh ben, belle présentation. Bonne question. Heureusement que tu me guides un petit peu parce que c'est vrai que c'est toujours par comparaison à d'autres habitudes et d'autres personnes. Je sais pas s'il y a une façon fixe et précise qui me définit parce que ça dépend des moments dans la vie, mais j'imagine comme beaucoup de personnes. En tout cas, oui, j'ai toujours adoré la lecture. Effectivement, j'ai découvert comme beaucoup d'enfants avec les histoires du soir, de par les parents. Et c'était un moment un peu magique. J'ai encore des souvenirs, vraiment, même visuellement, je revois la scène avec moi et mes sœurs, parce que je suis issu d'une fratrie de 3 enfants, avec ma maman ou mon papa qui nous lisait des choses le soir. J'ai plein de souvenirs petits aussi, à part les bouquins avec mon meilleur ami, qui était un petit voisin qui avait juste 1 an de moins que moi, aller passer les après-midi à la médiathèque du quartier avec lui, etc. Des fois aussi pour voir des dessins animés, mais beaucoup pour lire aussi. Et je me souviens aussi du collège d'aborder des lectures, par exemple de la littérature classique, lire des pièces de théâtre et rien comprendre et me dire... je sais pas, est-ce qu'un jour je vais réussir à lire ce type de lecture ? Je me souviens aussi, même avant ça en primaire, ou peut-être maternelle, parce que je sais plus trop quand j'ai appris à lire, mais de ce ressenti de me dire waouh, mais j'ai hâte de savoir lire. Ouais. Et en fait, moi je suis le Benjamin de ma fratrie, et du coup on est toujours celui qui sait pas faire par rapport aux plus grandes, parce que j'ai 2 grandes sœurs. Ouais. Et ce truc d'avoir l'impression que c'est un super pouvoir la lecture et d'avoir hâte de pouvoir m'en sortir. Et aujourd'hui, j'ai une nièce qui a 9 ans et donc qui a appris à lire il n'y a pas si longtemps, même si le temps passe vite.
Et à chaque fois, je la félicite encore aujourd'hui du fait qu'elle sache lire parce que je trouve ça incroyable. Ouais. Et j'ai presque envie de lui dire, mais t'as fait le plus gros en fait parce que ça t'ouvre tellement de portes de savoir lire. Et je suis content aussi justement aujourd'hui être celui qui lui lit les histoires du soir quand je la garde. Ah, c'est chouette. Et ça fait un peu la boucle est bouclée. Et ouais, c'est trop chouette. Ouais, la transmission de quelque chose qui a été important pour toi dans ton enfance, qui t'a ouvert des portes, ouvert des mondes, plein de possibles. Et comme tu disais, ça, t'as des souvenirs hyper positifs et c'est quelque chose d'hyper... c'est important, ces souvenirs qui nous construisent, en fait. Oui. D'avoir eu... Alors, j'ai envie de te dire d'avoir eu la chance d'avoir des parents qui te lisaient des histoires. Oui. Parce que c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement, mais c'est hyper fondateur. C'est pas ça le mot que je cherche, mais c'est... Potentiellement, ça a coloré un petit peu ton rapport à la lecture, d'avoir ce souvenir aussi positif et cette expérience aussi positive de la lecture du soir, ce moment de partage avec tes parents, tes sœurs. Oui, c'est ça. Et j'ai même envie d'employer un grand mot. J'ai presque l'impression que c'est un moment d'amour, en fait, parce que, je sais pas, c'est enveloppant. Et vraiment, en plus, quand c'est le soir, il y a une ambiance particulière. Et moi, je suis quelqu'un du soir, en fait. Le soir, tout est plus calme, on est plus serein. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, d'avoir ce moment-là hors du temps et hors de sa réalité... c'est incroyable. Et je dis que c'est un moment d'amour parce qu'en fait, la personne qui te lit une histoire, en plus, elle prend du temps pour toi. Ouais. Et quand elle vraiment le fait en s'engageant, en fait, elle y met la voix aussi pour les enfants. Tu vois, elle peut, par exemple, poser une voix différente pour chaque personnage. Vraiment, parfois prendre une voix un peu philosophique, parfois une voix un peu drôle. Et je sais pas, c'est vraiment donner de soi, en fait, à l'enfant qui reçoit cette lecture. Et du coup, c'est marrant parce qu'avec ma nièce, je fais ça justement aussi. Et elle est hyper friande de ça. Et c'est trop drôle. Et elle me demande elle me dire, mais tu peux me relire cette histoire, et même 3 fois d'affilée, en me disant, et cette fois, tu fais la voix comme ça et comme ça. Et c'est trop drôle, quoi. Ah, c'est chouette. Mais sinon, tu me demandais quel type de lecteur je suis aujourd'hui. Oui. Et je te disais, je sais pas, ça dépend comment les autres personnes lisent et tout. Mais je suis pas forcément toujours assidu. C'est un peu comme les films et les séries, j'ai des moments où je vais regarder pas mal et puis après je vais m'arrêter, je vais plus passer à la lecture et je vais faire que lire et après je vais peut-être arrêter un peu plus et pareil je vais repasser plutôt à regarder des films ou des séries. Mais je suis quelqu'un qui aime bien lire, qui adore lire en tout cas, qui adore lire le soir surtout. Et pendant des années, j'étais quelqu'un qui lisait un livre à la fois. Et quand je commençais un livre, que je l'aime ou que je ne l'aime pas, en fait, je me forçais à le lire jusqu'au bout. Ouais. Et ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me détacher de ça. Je sais pas pourquoi en plus. Mais il y a un truc, je sais pas si toi ça te faisait ça, mais moi j'avais l'impression de manquer de respect à la personne. Ou à l'auteur, tu sais. Je dis, bah non, quand même, il s'est embêté, il l'a écrit jusqu'au bout. Du coup, moi aussi, il faut que je le lise jusqu'au bout. On sait jamais, tu vois, là, ça me plaît pas, mais peut-être dans les 3 derniers chapitres, il se passe un truc incroyable. Et c'est à la fois, alors, c'est un grand mot de dire de manquer de respect à l'auteur parce que je lui veux pas de mal. Tu fais rien de particulier, mais t'as ce truc de. T'as l'impression que si tu l'arrêtes en cours de route, tu vas manquer quelque chose. Tu vas louper un truc hyper important. Si ça se trouve, en fait, tout se résout. Voilà, dans les 3 derniers chapitres avant la fin, et t'as besoin de ce moment-là pour comprendre tout ce qui s'est passé avant, et là où tu te dis ah ouais, incroyable, ça marche pas à chaque fois. Hein. Des fois, tu te forces, tu vas au bout, tu fais bah non, il y avait rien de plus. Voilà. Oui, et c'est déjà arrivé, et c'est décevant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai plus envie de entre guillemets perdre mon temps, même si je sais pas si c'est vraiment perdu, mais quelque part si, parce que on a tellement de choses à faire qu'il faut prendre soin du temps qu'on a de libre pour soi. Par contre, non, j'ai pas cette idée-là de manquer de respect à l'auteur ou à l'autrice, mais par contre, je pense, oui, quelque part, à la fois la peur de rater quelque chose en me disant, mais peut-être ce sera bien à partir de la 100e page, et parfois c'est le cas, parfois ça ne l'est pas. Mais quand c'est le cas, c'est une bonne surprise aussi. Mais je pense qu'il y avait aussi un truc de peut-être syndrome du bon élève, le fait de devoir, entre guillemets, performer, je sais pas, de le prendre presque comme un devoir, en fait. J'ai commencé, donc non, je vais jusqu'au bout. Et mais je suis content de voir que je m'en suis détaché avec le temps. Et oui, avec le temps, du coup, on se rend compte que il y a tellement de livres qui existent que c'est dommage de, entre guillemets, perdre du temps à lire quelque chose qui t'apporte pas grand-chose à toi, alors que tu pourrais lire un truc incroyable que tu vas adorer. Mais c'est dur hein, de franchir cette étape et de passer justement à ce besoin et cette impression d'avoir
besoin de finir, d'aller au bout du livre, parce que l'abandonner, c'est un échec presque. Oui, c'est ça. Ouais. Et peut-être qu'on se juge soi-même ou qu'on a peur presque du jugement si on le disait, je sais pas. Ouais. Peut-être peur que ça dise quelque chose de soi, d'où le syndrome du bon élève peut-être, mais ouais, c'est marrant. Après, il y a aussi le fait de, quand je pense à ça, de pas perdre son temps entre guillemets avec des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, qui ne résonnent pas vraiment au plus profond de soi. Il y a le fait aussi de lire des lectures qu'on a choisies soi-même, parce que pendant très longtemps aussi, j'ai lu des choses qu'on me recommandait. Ouais. Et comme c'est comme la musique, c'est très personnel en fait les goûts, donc parfois effectivement ça passait et j'aimais aussi beaucoup ce que telle ou telle personne m'avait recommandé et parfois pas, et je me forçais quand même aussi. Ouais. Là par contre, pour ne pas décevoir la personne aussi qui m'avait suggéré telle ou telle lecture, et des fois ça passe ou ça casse. Et j'ai encore un peu tendance à le faire, mais quand même moins. Maintenant je m'autorise à poser un livre et me dire en fait, celui-là, il n'est pas pour moi. Ouais, voilà. c'est pas grave, quoi. Et aussi le dire à la personne, le dire, écoute, moi, ça m'a pas trop parlé pour telle ou telle raison. Quand c'est clair pour moi, parce que des fois, on sait pas trop aussi pourquoi ça plaît, pourquoi pas, mais un peu plus, vraiment choisir consciemment et de façon active ces lectures. Mais ça, c'est vrai que c'est un truc que j'avais remarqué, où quand on parlait justement de ce qu'on avait lu ou quoi, c'était beaucoup, tu me disais beaucoup. Alors j'ai lu ça, c'est un tel qui me l'a prêté, et puis il y a un tel qui m'a prêté ça, du coup il faut que je le lise aussi. J'ai putain, mais t'as plein de gens qui te prêtent des livres et c'est trop cool, mais moi j'ai tellement de trucs, enfin j'ai pas le temps, enfin vraiment me prête pas un livre parce que je vais pas le lire. Tu m'en parles, je le note, voilà, peut-être un jour je me décide, je le lis, je l'achète, enfin dans l'autre sens du coup, mais ce sera à mon initiative. Si c'est toi qui me le prêtes, du coup en plus, voilà, il y a vraiment ce truc de, c'est un devoir. Il est gentil, il m'a prêté son livre, du coup il faut quand même que je le lise pour lui faire un retour, parce que peut-être il attend et tout. Et ça me faisait rire de t'entendre souvent parler. Alors ça, c'est ma tante qui m'a prêté ça, et puis après il y a ma cousine qui m'a prêté ça, et puis du coup j'ai lu ça. Oui, c'est très drôle parce que justement là tu fais référence à quelque chose qui m'est arrivé il y a pas très longtemps, enfin qui m'est arrivé. Donc j'ai une cousine qui m'a filé mais vraiment un sac cabas plein, archi plein de bouquins qui étaient tous plus longs les uns que les autres. Mais au final, tu vois, j'ai découvert une autrice et une série de livres que j'ai adoré et qu'aujourd'hui je considère comme étant parmi mes livres préférés de toute la vie, à savoir Robin Hood, la saga des loin-voyants, je sais plus comment on dit en français. Alors c'est les farcirs. Ouais, farcirs, les loin-voyants du coup en français. En anglais, je savais même pas qui ça s'appelait ça. Enfin, je sais qu'en français, en tout cas, c'est l'Assassin Royal, quoi. Oui, voilà, c'est ça, la saga de l'Assassin Royal, effectivement. Et qui sont des gros pavés, mais qui sont absolument géniaux. Ah, d'ailleurs, quand tu me parles d'habitude de lecture, y a ce truc-là aussi quand on devient... Bon, non, je sais pas. J'allais dire quand on devient adulte, mais non, c'est pas vrai, ça dépend de chaque personne. Mais en tout cas, pour moi aussi, d'avoir moins peur de lire des gros pavés. Ouais. Parce que quand on est plus jeune, des fois, on se dit, oh là, un truc qui fait 1000 pages, jamais de la vie, même 500 pages, ça paraît énorme. Alors que c'est marrant là de voir que ça a changé aussi avec le temps. Aujourd'hui... on est content quand on tombe sur un livre qui est génial et une saga, justement, de se dire waouh, mais là je suis tranquille pour des mois et des mois. Du coup il y en a plein, c'est trop bien. C'est ça, je vais pas en arriver à bout très vite et du coup je vais avoir le temps de profiter, et quand c'est fini même on se dit mince, c'est déjà fini, j'aurais aimé que ça continue. C'est marrant de voir que ça aussi ça évolue, on peut être rebuté par les gros livres quand on est plus jeune, et quand on est un peu plus féru de lecture, ou en tout cas qu'on prend l'habitude, ce truc là saute. Et surtout quand on n'a pas l'impression aussi que l'auteur ou l'autrice a écrit pour écrire et remplir des pages, que c'est plein de descriptions mais qui finalement nous ennuie un petit peu. Et c'est génial quand on tombe sur un bouquin qui nous prend vraiment. Ce truc là de c'est trop long, ça n'existe plus, au contraire. C'est marrant ce truc de nombre de pages, parce que alors c'est une anecdote qui est plus ou moins hors sujet, mais en travaillant en librairie, du coup, j'ai vu beaucoup d'enfants passer qui venaient acheter des livres pour l'école. Et souvent, on leur demande un livre, c'est le même, mais comme c'est des classiques, la plupart du temps, les pauvres enfants, c'est des livres qui existent dans plusieurs éditions. Et systématiquement, la question de l'enfant, c'est lequel est le plus court, dans lequel il y a le moins de pages. Oui. Et en fait, je dis, en fait, c'est le même livre, c'est juste qu'il y en a un, c'est écrit plus gros, du coup il y a plus de pages. Mais c'est le même. Et psychologiquement, il y a un truc qui passe pas. Il faut que ce soit le livre avec le moins de pages possible. Parce que après tous les enfants n'aiment pas forcément lire, et quand tu lis à l'école, t'es obligé, t'as pas envie, etc.
Mais j'ai toujours trouvé ça un peu rigolo. Alors, t'essayes de lui expliquer. Mais regarde, en fait, là, il y a plus de pages, mais c'est écrit plus gros. Du coup, ce sera mieux. Ce sera plus agréable. Tu vas le lire plus vite, en fait. Que s'il y a trop de mots sur la page, eh ben, tu vas rester longtemps sur la page. Et du coup, ça va te paraître encore plus long. Mais non, ils veulent celui avec le moins de pages possible. Ouais. Mais je comprends. Je pense que j'ai été comme ça à une époque. Et c'est le fait que ce soit un devoir d'école, finalement. Ouais. Mais ouais. Peut-être qu'en grandissant, en choisissant leur propre lecture aussi, ce côté-là finira par disparaître ou s'atténuer. Mais c'est vrai que, en tout cas, comme tu le disais, c'est plus motivant peut-être aussi de tourner les pages plus rapidement, ouais, moi, d'avoir la sensation d'avancer. C'est un truc que j'ai remarqué plus tard, parce que maintenant, en fonction des maisons d'édition, de comment c'est imprimé, de quelle police, typographie ils ont utilisé dans le livre, il y a plus ou moins de mots sur la page. Et en fait, c'est beaucoup plus agréable quand tu tournes les pages plus vite, t'as l'impression d'avancer plus vite. Plutôt que quand c'est tout condensé sur la page, je me dis mais cette page elle finit jamais, quand est-ce que je tourne? Mais du coup il y a quelque chose de positif et qui mince comment on dit, qui crée je sais pas de la dopamine quand tu tournes les pages, tu dis ah ouais j'avance là, ah putain j'avance trop bien, celui-là je le lis bien, il y a un truc ouais un peu de récompense. Ouais, c'est vrai. Et quand j'en parle avec des amis, je vois qu'il y a encore des personnes, et pourtant on a le même âge, hein, c'est des amis qui sont nés la même année et tout, qui ont encore ce truc-là d'être rebutés par un gros livre et tout. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de souci, mais c'est marrant de voir que ça peut encore rebuter. Je pense que ça dépend vraiment des habitudes de lecture. Et puis, comme encore une fois, c'est surtout est-ce qu'on est pris par l'histoire ou pas. Ouais. Parce que, par exemple, je pense à une personne en particulier justement qui est rebutée quand je lui dis ce livre-là, j'ai adoré, notamment Robin Hood, la saga de l'Assassin Royal, et c'est des gros pavés, donc la personne, ça lui donne pas trop envie, alors que pourtant, elle a lu plein de fois Harry Potter, et il y a quand même 7 bouquins qui sont assez longs aussi. Ouais. Et elle les mais relit, c'est écrit gros. Ouais. Comme quoi, en fait, finalement, c'est plus peut-être la peur aussi de pas rentrer dedans et que ce soit un peu ennuyeux. Je sais pas. Peut-être qu'il y a de ça. Il y a peut-être un côté, c'est un sacré investissement quand même de rentrer dans une brique de 500 pages. Voilà, il faut que j'aille au bout, il faut que ça me plaise. Ouais. Et c'est un peu, d'ailleurs, j'y pense pour moi, un peu le cas avec les frères Karamazov, que j'avais offert à ma maman et j'ai récupéré le bouquin en fait et je l'ai pris en poche et c'est écrit tout petit. Et vraiment tout petit parce que je pense que ça doit être un livre qui est énorme et pourtant malgré le fait que ça soit écrit en tout petit, le livre est assez gros et je me suis dit mais pourquoi je lui ai offert ça dans ce format là, en fait je vais me faire mal aux yeux et je sais pas du coup si elle l'a vraiment lu. Mais et pareil je me dis celui-là il a l'air énorme, on m'en a dit du bien donc j'ai hâte de le commencer. Mais ouais, je me dis, j'espère que je vais vraiment aimer parce qu'effectivement, ça a l'air d'être une sacrée histoire. Donc si finalement je suis pris, que c'est aussi bien que ce qu'on me l'a dit, je me dis super. Mais c'est vrai que si je rentre pas trop dedans, peut-être ça va me décourager. Mais à voir. Est-ce que maintenant que tu as découvert, entre guillemets, l'Assassin Royal et avec Robin Hood, est-ce que ça a déclenché en toi un attrait particulier pour la fantaisie, pour les littératures de l'imaginaire, ou est-ce que tu restes un lecteur un peu éclectique dans tes choix? Est-ce que tu vas un peu vers n'importe quoi, là où le vent te porte? Est-ce que tu lis toujours tout ce qu'on te prête? Ou est-ce que maintenant tu fais des choix un peu plus conscients qui viennent de toi? Alors oui, je fais quand même beaucoup plus de choix plus conscients qui viennent de moi, effectivement. Et j'ai des goûts quand même assez éclectiques. À une époque, je lisais pas mal de romans policiers quand j'étais plus jeune, mais c'est aussi justement des choses qu'on me prêtait, mais j'aimais beaucoup, notamment les romans de Mary Higgins Clark. Sinon, moi, c'est plutôt des romans que j'aime lire. Et récemment, je me suis mis plus effectivement, enfin, pas que récemment, pardon. Récemment, en fait, j'allais dire au fantastique, mais non, le fantastique, ça fait depuis longtemps. Mais récemment, plus à la science-fiction. Et je découvre que j'aime beaucoup. Et notamment les livres de Becky Chambers, que j'adore. Et c'est marrant parce que je savais pas que c'était un genre qui allait me plaire en particulier. Mais sinon, à part les romans, j'aime aussi quand même lire. J'aime les romans historiques et j'aime bien les essais. Enfin, je sais pas si je peux classer dans essais ou dans livres d'histoire, mais j'aime bien les romans les livres de. Alors, j'ai plus son nom, c'est, tu sais, un auteur israélien, Yuval. Tu sais, qui a écrit une brève histoire, Homo sapiens, une brève histoire de l'humanité. Harari, voilà. Je trouve ces livres absolument passionnants. Après, j'ai vu qu'il y avait quand même quelques critiques. En même temps, il écrit sur tout un tas de sujets divers et variés.
Donc forcément, il a dû faire quelques erreurs et je crois qu'il essaie de les corriger quand il les réédite. Ok. Mais j'ai trouvé ça hyper prenant. Et ça, pour le coup, c'est pas un roman. Ouais. Il y a pas longtemps aussi, ma sœur m'avait offert un bouquin sur les amitiés. Je crois que ça s'appelle Nos amitiés puissantes ou quelque chose comme ça. Où pareil, c'est un essai pour montrer que la place de l'amitié dans nos sociétés a beaucoup évolué et tend à prendre plus de place que celle du couple, par exemple, ce qui n'était pas le cas traditionnellement. Ouais. Et donc j'aime bien aussi ce type de lecture qui donne aussi à réfléchir et à penser. Du coup, moi j'ai envie de rebondir sur la découverte de Becky Chambers. Oui. Parce qu'on en parle à chaque fois qu'on se voit, parce que c'est une autrice qui... j'ai l'impression qu'elle est un peu sortie de nulle part, de fait de mon expérience, parce que j'en ai entendu un petit peu parler à l'époque sur les réseaux anglo-saxons, et puis je me suis mise à la lire, et puis d'un coup, quand elle a été publiée en France, elle a eu, j'ai l'impression qu'elle a eu quand même un gros succès. Et on en parle beaucoup. Et d'ailleurs, je veux te dire, parce que je crois que je te l'ai pas dit encore, mais il y a un nouveau roman de Becky Chambers incroyable. qui sort le 15 octobre. Je savais pas du tout. Bonne nouvelle. Voilà. Maintenant qu'elle a fini sa saga des voyageurs. Du coup, est-ce que tu retrouves quelque chose? Justement, c'est de la science-fiction. Et la science-fiction, c'est un genre, j'ai l'impression, qui fait encore plus peur que la fantasy. Pourtant, la fantasy, c'est compliqué. Il y a du gros world building. On est dans des mondes hyper poussés, des systèmes de magie très compliqués. Alors, souvent, mais pas à chaque fois non plus. Mais je trouve que c'est tout aussi, entre guillemets, intimidant. Mais il y a quand même cette image de la science-fiction où voilà, c'est très scientifique, c'est très froid. On a du mal à rentrer dedans. Parfois, on a vraiment ce truc, on se sent pas, entre guillemets, assez intelligent pour lire de la science-fiction parce que ça va trop demander intellectuellement, etc. Et moi, je trouve que Becky Chambers, en fait, elle efface tout ça. Elle fait de la science-fiction qui est accessible à tous. Enfin, vraiment, c'est un point d'entrée, que ce soit dans la science-fiction ou dans la littérature ou dans la lecture en général. Et du coup, pour toi qui n'avais pas l'habitude de lire de la science-fiction, est-ce que justement, ça t'a ouvert quelque chose de nouveau où tu t'es dit « Oh, incroyable, en fait, la science-fiction, ça fait pas si peur ». Et finalement, c'est abordable et en plus, elle a des sujets hyper universels. Oui, effectivement, je pense que ce qui aurait pu me déplaire dans mon idée de la science-fiction, et je me rends compte qu'en fait, la science-fiction, ça peut être assez vaste comme territoire, c'est que j'avais pas forcément envie de lire une histoire entre guillemets à la Star Wars, avec beaucoup de guerres ou je sais pas, beaucoup de combats. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans les livres de Becky Chambers, c'est qu'elle nous propose des univers assez utopistes et elle nous propose des futurs qui sont désirables. Et j'ai l'impression qu'on en a beaucoup besoin, surtout en ce moment. Mais je crois que ça a déjà été étudié, si je dis pas de bêtises, que dans des moments difficiles je sais pas, de crise économique ou d'avenir flou, justement les utopies ou la science-fiction peut-être ont tendance à appâter un peu plus de gens, parce que ça, je sais pas, peut-être on a besoin de positivité, de positif. Et j'ai l'impression que Becky Chambers, oui, c'est un peu ce qu'elle propose, parce que ce que j'ai beaucoup aimé justement dans cet univers, c'est que c'est très apaisant. Et certes, elle parle de planètes différentes, il y a aussi parfois des conflits, de relations interespèces, etc. Mais c'est d'une façon qui donne presque envie d'y être, en fait, et de se dire, waouh, ce futur-là, il donne envie, en fait. Et puis en fait, ça permet aussi de parler, comme beaucoup de livres, hein, de nos sociétés, du vivre ensemble et de la tolérance et de l'acceptation de la différence, etc. Et finalement, je sais pas, c'est rassurant et c'est intéressant parce que, comme je dis, je m'attendais pas à découvrir avoir ce type de ressenti et me plonger dans ce genre d'ambiance-là en lisant de la science-fiction. Parce que j'ai l'impression, alors c'est pareil, hein, c'est mon ressenti, j'ai pas fait d'études sur le sujet, mais que la science-fiction, ça a toujours eu un petit peu vocation à dénoncer le présent et ce qui pouvait se passer dans le futur, en disant regardez ce qui peut se passer, faisons en sorte que ça n'arrive pas. Donc souvent c'est des futurs plutôt dystopiques. La science-fiction, elle est souvent associée aussi avec la dystopie, où c'est du coup on pousse au maximum tous les boutons de ce qui va pas pour montrer ce que ça pourrait devenir, pour essayer de rétro-pédaler ensuite dessus. Que Becky Chambers, elle te dit même si là ça va pas, en fait c'est pas une fatalité. C'est pas parce que ça va pas maintenant que ça va continuer à ne pas aller. On peut aller vers autre chose, on peut proposer autre chose, on peut rêver d'un futur différent, on peut rêver d'un monde utopiste où les espèces vivent ensemble, on va dans l'espace, tout en restant dans ce côté aussi science-fiction, entre guillemets hard sci-fi, avec le côté très scientifique de le vaisseau spatial, la conquête de l'espace, etc.
Oui, c'est vrai. Apprendre beaucoup sur comment peut fonctionner un vaisseau ou vers quoi la science peut nous emmener aussi pour que, je sais pas, par exemple, comment adapter le corps humain à un voyage dans l'espace, etc. Donc oui, effectivement, elle a l'air d'être bien calée sur le sujet. Après, je me dis peut-être ce qui m'a amené à ça aussi, c'est que quand j'étais petit, j'adorais les contes. Et je sais pas, peut-être c'est le fait aussi d'imaginer d'autres univers avec des créatures magiques. Bon là, par exemple, c'est pas des animaux qui parlent, mais ça peut être d'autres espèces extraterrestres. Et c'est vrai que souvent, on imagine, en parlant de science-fiction, comme je disais, des guerres ou un univers un peu à la Mad Max où il y a plus de ressources, où c'est un peu le chacun pour soi. Alors que là, au contraire, elle nous parle de futur dans lequel l'humanité a réussi un peu à régler ses problèmes. J'ai pas trop suivi la série Star Trek, mais il me semble que c'était un peu ça dans cette série-là. Pas du tout une Trekkie, moi j'avoue. Où l'humanité avait un peu réussi finalement à vivre en harmonie et en respectant peut-être ses limites et les ressources de sa planète. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'elle propose. Et ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas le tout technologique en fait. C'est ce qu'elle raconte, c'est pas que la technologie va nous permettre de dépasser un peu tous ces écueils qu'on rencontre aujourd'hui, mais plutôt le côté humain justement, le vivre ensemble et la tolérance. Et ça c'est plutôt chouette aussi, que ce soit pas juste vous inquiétez pas, c'est la technologie qui résoudra tout à notre place. Ouais, c'est pas ce qu'elle propose et je trouve ça intéressant, alors que pourtant comme tu dis, ça se passe dans un univers où la technologie a beaucoup avancé, où il y a tout ce côté là qu'elle développe, mais c'est pas ce qui est mis en avant comme la solution au problème de l'humanité. Oui. La conclusion qu'on peut avoir de cet échange, c'est lisez Becky Chambers, parce que c'est incroyable. Et non, mais vraiment, je trouve, parce que c'est à la fois les fans de science-fiction, entre guillemets de vraie science-fiction, même s'il n'y en a pas une vraie ou une fausse, mais peuvent s'y retrouver par les côtés très techniques et scientifiques. Et en même temps, elle propose quelque chose qui est c'est tellement une bouffée d'air frais. Je trouve c'est vraiment, même s'il y a des choses parfois tragiques qui se passent à l'intérieur, mais ça ouvre tellement le champ des possibles et ça donne tellement parfois une vision positive et apaisante du futur. Enfin, je sais que tout le monde n'est pas client de ça, mais typiquement un psaume pour les recyclés sauvages, moi ça m'a fait c'était un antidépresseur incroyable, ce bouquin. Ce monde avec ce robot tellement mignon, ce moine du thé qui va dans les villages pour faire du thé, pour réconforter les gens et tout. Et pour le coup, ça se passe dans un futur dans lequel justement il n'y a plus de technologie, l'humanité s'en est un peu détachée et séparée, et vit mieux pourtant que nous aujourd'hui. Je me demande aussi si justement ce côté apaisant et qui est moins axé sur la guerre pour les ressources ou le tout technologique, est-ce que ça peut être lié au fait que ce soit une femme justement qui ait écrit cette histoire. C'est peut-être quelque chose à creuser, effectivement, je ne sais pas. Si je devais te poser la question de ta session de lecture idéale, si tu t'imagines lire dans un endroit excessivement confortable, un endroit qui te rend vraiment heureux, chaleureux, qui te met du petit baume dans ton petit cœur, et où tu te dis si je pouvais je lirais dans ce contexte-là particulièrement, qu'est-ce que ce serait ? Ça me fait réfléchir à, je sais pas, m'imaginer par exemple dans un joli paysage ou chez soi quand il pleut ou machin, mais je me dis que c'est plutôt des idées qui me viennent, mais concrètement, l'endroit que je préfère et le moment que je préfère, c'est juste simplement dans mon lit le soir. C'est valable aussi comme réponse. T'es pas obligé d'imaginer lire au sommet du Kilimandjaro ou je ne sais quoi. Ouais, je pense que c'est ce qui me plaît le plus un peu à la fin de la journée, d'être tranquille dans mon lit et puis de m'évader dans un bouquin. Et je pense aussi les moments de lecture qui peut-être me marquent le plus ou en tout cas me laissent un fort souvenir, c'est aussi peut-être des moments où dans ma vie justement ça allait peut-être pas trop, soit parce que j'étais stressé ou je sais pas. Et c'est plus lié au moment en fait de me dire que le bouquin me permettait vraiment de t'évader. Ouais, c'est ça, de m'évader. Et à des moments où on en a vraiment besoin, comme tu disais, tu parlais de Becky Chambers, ça peut être un bon antidépresseur. Je trouve que c'est vraiment le cas des livres, surtout quand on tombe sur un bon livre. Et c'est hyper chouette. Et c'est un effet qu'il n'y a pas du tout, justement, je trouve, en regardant un film ou une série, même si ça peut être très prenant. J'ai jamais ressenti autant ça. Et je me suis déjà dit, si un jour on me disait, tu dois choisir, soit tu peux continuer à lire jusqu'à la fin de ta vie, soit tu peux continuer à voir des films ou des séries, mais pas les deux. Mais sans hésiter, ce seraient les livres, parce que cette sensation-là, elle est hyper forte. Ouais, c'est vrai que c'est plus ces moments-là qui ont été forts. Je repense même à des moments précis dans ma vie où vraiment c'était des périodes pas faciles et où vraiment la lecture était une échappatoire, mais qui était hyper positive et qui du coup permettait de tenir aussi dans mon quotidien, quoi. Ouais.
Moi, c'est comme ça que je me suis mise à lire beaucoup. C'est suite à une période de stress et d'angoisse intense à l'université. J'avais besoin de concentrer mon cerveau et mon attention sur autre chose. Et comme tu dis, moi j'ai toujours été une grande cinéphile, à regarder beaucoup de films, etc. Et je me suis jamais autant évadée que quand je lisais. T'as toujours le film, t'es concentré sur l'écran, mais tu vois autre chose. Alors, c'est moins vrai quand tu vas au cinéma, je trouve, parce que t'es vraiment dans un environnement qui fait que tu ne regardes que l'écran. Mais en fait, moi, c'était pas suffisant. Et la lecture, en fait, j'ai repris du coup à la fac. J'étais déjà presque adulte pour alors pas éteindre mon cerveau, c'est pas exactement ce que je veux dire, mais me permettre d'avoir un moment de zen le soir dans mon lit à la fin de la journée. Et je lisais jusqu'à ce que vraiment mes yeux me disent là ça suffit, arrête, tu sais même plus ce que tu lis. Où je pouvais, entre guillemets, m'endormir sur le livre. Et c'est ce qui me permettait de dormir. C'était à une époque où je faisais des insomnies horribles. Lire et reprendre cette habitude de lire 30 minutes, 1 heure, 2 heures en fonction de mon insomnie, c'est ce qui m'a permis de m'évader, de permettre à mon cerveau de se recalibrer en quelque sorte pour aller de l'avant et enfin pas aller de l'avant, je sais même pas si on peut dire ça, mais pour pallier à mes grandes angoisses. Ouais, tout à fait. Ça permet entre guillemets de tenir le coup dans une période qui est moins simple que d'habitude. À l'heure des réseaux sociaux, tu n'es absolument sur aucun réseau social. Tu es une chimère, tu n'existes pas. Puisque c'est bien connu, si tu n'as pas de présence sur les réseaux sociaux, tu n'existes pas. En fait, on voit énormément avec tout ce qui a été les vidéos YouTube, etc. Un format qui fonctionne le plus, c'est le book haul. Tous les livres qu'on achète, qu'on a achetés dans une période donnée, à un événement particulier, etc. Et moi, ce que je trouve incroyable chez toi, c'est que tu n'achètes pas de livres, ou très peu. T'es toujours vue comme une personne absolument pas matérialiste. L'objet n'a pas d'incidence, n'a pas d'importance pour toi. Et là où on voit habituellement des gens qui font des boulimies d'achat de livres, comme moi, par exemple, en fait, tu lis pour le plaisir de la lecture et pour ce que ça t'apporte pour le moment. Tu ne lis pas pour posséder, pour le montrer. Parce qu'il y a aussi quelque chose aussi de très performatif sur les réseaux sociaux où il faut montrer tout ce qu'on a lu. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça hyper rafraîchissant quand je discute avec toi de lecture, de juste voir l'enthousiasme et le plaisir que t'as procuré ton moment de lecture sans être attaché à l'objet. Je sais par exemple que tu lis beaucoup sur tablette. Sur liseuse, oui. Sur liseuse, en numérique du coup, pour le plaisir de la lecture et de ce livre en particulier, mais pas pour l'objet. Oui, c'est vrai, c'est marrant. Et pourtant, j'adore l'objet aussi. Et il y en a toujours eu, par exemple, chez mes parents, justement, quand j'étais petit et tout. Et je trouve que c'est apaisant, un peu comme avoir des plantes vertes ou de la déco. Je sais pas, ça, il y a quelque chose de reposant quand on est quand même entouré de livres. Mais c'est vrai que ouais, c'est marrant, mais oui, j'aime pas trop être entouré de trop d'objets. J'aime bien qu'il y ait, je sais pas, un peu de vide aussi. En fait, ouais, je pense que ça me prend de l'espace mental, en fait, ouais, qu'il y ait des objets, que ce soit des livres ou autre chose. Donc j'aime bien ne pas avoir trop de choses non plus. Mais par contre, le fait que je lise sur Lisa, c'est quand même assez récent dans ma vie, même si maintenant ça fait un paquet d'années, mais à l'échelle de ma vie, c'est assez récent. Et avant, j'avais du mal à comprendre que les personnes puissent trouver du plaisir à lire justement sur livre numérique parce que l'objet papier est quand même très chouette. Il y a le toucher, il y a l'odeur, et puis c'est comme ça qu'on a appris. Donc je pense que c'est un peu comme une petite Madeleine de Proust aussi. Mais c'est vrai que ça permet de ne pas avoir trop de livres. Ça permet d'en stocker plein en fait au même endroit et d'y avoir accès même quand on se déplace en vacances ou chez de la famille ou des amis pour plusieurs jours par exemple. Toi qui as beaucoup... Enfin, je sais que tu bouges tout le temps, tu visites plein de trucs, tu vas à tel endroit, tu voyages, tu fais plein de trucs. Ça te permet entre guillemets, de voyager léger tout en ayant accès à une multitude de choix de lecture. Oui, c'est ça. C'est ça, et avoir plusieurs livres.
Et aussi, en fait, parce que, comme tu sais, je suis passionné par les langues. En fait, lire sur Lisos, ça permet aussi de télécharger des dictionnaires. Ouais. Et ensuite de cliquer, par exemple, sur le mot, si je le lis dans une autre langue que je ne connais pas, et ça m'affiche la définition, soit dans la langue d'origine, soit dans ma langue natale. Et ça, c'est hyper chouette pour apprendre, du coup. C'est vrai. Et du coup, ça permet de lire dans des langues que je maîtrise pas encore totalement. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai lu L'Alchimiste en portugais. Oh waouh. Alors que je me suis mis au portugais que récemment. Et du coup, comme je connais déjà l'espagnol et l'italien et le français, c'est quand même assez proche. Mais le fait de pouvoir cliquer sur les quelques mots que je comprenais pas, ça m'a permis de le lire de bout en bout sans avoir trop de difficultés. Et du coup, d'apprendre du vocabulaire comme ça. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai toujours appris les langues. En fait, c'est en pratiquant, en regardant aussi des films et des séries dans ces langues-là. Et d'ailleurs, puisque je fais souvent le parallèle depuis qu'on parle avec les films et séries, c'est un peu comme ça que j'apprends aussi quand je regarde par exemple des séries sur Netflix ou autre. Ma sœur m'a montré une extension qui permet de cliquer sur le sous-titre et ça affiche en fait la définition dans une autre langue. Et du coup, d'avoir cette option-là sur Lisos, ça permet de faire deux coups, de pierre d'un coup. Et du coup, de lire un bouquin qui me plaisait et en même temps de pratiquer une langue et d'apprendre du vocabulaire. Et j'aime beaucoup ce côté-là en fait. Et en tout cas, oui, ce que je trouve bien avec la liseuse, encore une fois, c'est pour les avantages, parce qu'il y a plein d'avantages à lire le papier aussi, ou d'aller à la médiathèque, mais c'est que déjà, ça m'évite le trajet, je peux trouver ce que je veux sur Internet, et surtout, encore une fois, vu que je suis passionné par les langues, ça me permet de trouver des ouvrages dans d'autres langues, alors qu'à la médiathèque, même s'ils ont des livres en langue étrangère, il n'y a pas forcément ce que tu cherches en particulier, et là, je peux trouver plus facilement sur Internet. Et en plus, tu as accès à tous les livres, je crois, qui ont plus de 50 ans, qui sont dans le domaine public. C'est ça, dans le domaine public. Donc, tu peux lire les classiques. Est-ce que du coup, donc là, pendant des années, tu as beaucoup bougé, que ce soit dans plusieurs villes en France, que ce soit dans divers pays. Est-ce que maintenant que tu as trouvé un rythme, entre guillemets, un peu plus stable et sédentaire, si on peut dire ça, est-ce qu'avoir une bibliothèque avec des livres dedans, c'est quelque chose qui te parle, qui te fait envie, ou est-ce que tu veux vraiment garder ce non-attachement, entre guillemets, à l'objet? Parce que en soi, la possession de l'objet du livre, t'as beau l'aimer, ça te parle pas plus que ça. En fait, comme je disais, j'aime quand même beaucoup le livre en tant qu'objet aussi. Et comme je disais, moi, je trouve ça apaisant qu'il y ait une bibliothèque visible, par exemple, chez moi. Et ce qui n'est pas le cas, c'est marrant parce que là, ça fait 6 mois que j'ai emménagé dans un nouvel appartement et tous mes bouquins sont encore dans des sacs, dans un placard, parce que j'ai pas d'étagère et qu'il faut qu'un jour je l'installe. Et j'ai hâte de le faire parce que ce sera, je pense que ça apportera quelque chose d'apaisant pour moi, en tout cas, à mon intérieur. Mais par contre, non, j'ai pas du tout pour projet de remplir tous les murs de bibliothèques et de remplis de livres, etc. Tu veux dire que tu ne rêves pas d'un mur entier de bibliothèque avec des livres dedans ? Je pense que ça me stresserait, encore une fois, ça me mangerait de l'espace dans mon cerveau. Et non, je trouverais ça un peu étouffant. Et en fait, je suis quelqu'un aussi qui n'aime pas forcément relire les mêmes choses. Je dis ça, pourtant, c'est bien sûr... je le fais plus avec l'âge, maintenant. Ouais. À une époque, c'est quelque chose que je comprenais pas. Genre, pourquoi, entre guillemets, perdre du temps à relire quelque chose que je connais déjà, alors qu'on a qu'une vie, qu'elle est très courte et il y a tellement à lire, et qu'on ne pourra jamais tout lire. Tellement de nouvelles choses à découvrir. Mais maintenant, avec l'âge, quand même, je prends plaisir maintenant à commencer à relire des choses. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi de, une fois que je l'ai lu, le livre, si je l'ai vraiment adoré, il m'a particulièrement marqué, je serais content de le posséder. Mais si c'était sympa, mais c'est en plus, entre guillemets, pas forcément. Ouais. Et non, j'aimerais pas en avoir trop. Après, l'avantage, encore une fois, sur la Lisa, c'est que si je veux, je peux toujours m'amuser à les garder dessus, ça prend pas beaucoup de place. Mais quand même, je les supprime aussi, finalement, dessus. Et par contre, comme tu l'as dit, j'ai vécu en Chine. Et c'est vrai que quand j'étais là-bas, avant de partir du pays, alors que j'en avais pas acheté beaucoup quand j'y habitais, parce que j'y habitais quand même 5 ans. Avant de partir, je suis allé en librairie et j'ai acheté plein de bouquins en chinois parce que je voulais les ramener avec moi et je savais qu'en France, ce serait difficile d'en trouver. Bah oui. Et ça me fait plaisir en fait de les avoir avec moi parce que ils sont un peu le témoignage d'une époque de ma vie. Et je suis content de les avoir physiquement et j'en ai pas tant que ça, mais je suis content de les avoir. Et en plus, je les ai pas tous lus. Mais voilà, j'ai aussi des livres que j'ai pris de chez mes parents. Il y en a, je les ai lus, il y en a jamais. Et il y en a en plus, c'est pas qu'ils m'intéressent pas, mais c'est pas c'est pas non plus une priorité pour moi de les lire. Ouais. Ils me donnent envie de les lire un jour dans l'idée, mais
Mais pareil, il date de mon enfance. En fait, ils ont toujours été là dans ma chambre ou dans l'appart chez mes parents. Et du coup, je suis content de les avoir. Ouais, c'est une présence réconfortante. Quelque Ouais, chose je sais pas. de familier. Ouais, c'est des choses qui me suivent. Et par exemple, aujourd'hui, donc, je suis interprète en langue des signes de métier. Et pareil, en fait, j'ai des bouquins sur la langue des signes. En fait, ouais, c'est comme s'il me fallait un peu, c'est marrant, ouais, un peu de... C'est un peu des témoignages de tes vies d'avant. Ouais, c'est ça, de différents chapitres de ma vie, justement. Ouais. Et j'ai pas forcément envie d'en avoir trop de chaque, mais ouais, quelque chose qui me rappelle un peu des époques différentes de ma vie et dans lesquelles je peux me replonger, justement, et qui vont me ramener peut-être un peu doux du passé. Ouais. Ah, j'aime bien ce que tu dis, c'est joli. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir été un nouvel invité de ce petit projet de podcast qui est encore tout neuf et tout bébé. Merci beaucoup de m'avoir proposé. J'ai adoré écouter le premier épisode, donc c'est marrant, je m'attendais pas à me retrouver moi-même dans un des épisodes qui allait suivre, mais c'était avec plaisir. Mais parce que j'ai trouvé ça intéressant. Je trouvais ça intéressant de te poser des questions aussi, parce que on se connaît et du coup je savais un petit peu quel était ton rapport à la lecture, mais je trouve ça intéressant parce que en fait je trouve que tu as un profil différent de ce à quoi on s'attend d'un lecteur. Le fait que tu passes pas ton temps à en acheter, que tu possèdes pas une tonne de livres alors que t'es un grand lecteur, et ça casse un petit peu l'image justement souvent qu'on a du lecteur avec des gros guillemets, mais c'est pour ça que j'avais envie de discuter avec toi de ta façon différente entre guillemets de lire, pour vraiment ce que ça t'apporte et pas ce que tu peux en projeter aux gens. Clair, ce que je dis. Si, c'est clair, et justement, c'est marrant que ça vienne de toi, et ça me touche aussi parce que, j'ai pas un complexe par rapport à ça, mais comme je sais que toi, ça a été ton métier, que tu es toujours très proche de ce milieu-là, puisque tu as été libraire, et que tu lis beaucoup, et que, par exemple, quand j'ai fait parfois des événements avec toi, par exemple des anniversaires ou autres, tu étais entouré d'amis libraires aussi qui lisaient beaucoup et qui avaient une culture littéraire beaucoup plus riche que la mienne. Ouais, des fois, on peut se sentir un peu moins... Je sais pas comment dire. Déjà, c'est marrant que tu me vois comme un grand lecteur. Moi, j'ai l'impression que par rapport à toi, c'est peut-être pas tant que ça. Et je sais pas si mon profil il est si atypique, en fait, ou est-ce que c'est un biais parce que justement, toi, t'as tellement l'habitude aussi et t'es entouré de plein de gens qui sont dans la littérature. C'est vraiment c'est une grosse probabilité. Hein. En fait, c'est ça. J'ai tellement été entourée pendant longtemps de gens qui lisent beaucoup, dont c'est le métier, dont ça a été le métier, des gens du monde du livre en général, que des expériences et des retours d'expérience de lecture de gens qui se considèrent pas comme faisant partie de ce milieu, je trouve ça tout aussi intéressant en fait, parce que on a tendance, moi du coup je connais beaucoup de libraires et potentiellement ça va être aussi des invités du podcast, mais j'avais envie de parler avec toi parce que t'es complètement en dehors de ce milieu. Je me rappelle que la première fois que je t'ai parlé de romantaisie, tu m'as regardé avec des yeux tout ronds en me disant mais quelle est cette chose, alors que moi au travail on ne me parlait que de ça, et du coup voilà, je trouvais ça intéressant de te poser des questions à toi, vrai lecteur de la vraie vie. Bon, on est tous des vrais lecteurs et lectrices, mais c'est vrai que c'est intéressant. De toute façon on s'identifie toujours finalement en se comparant aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un grand lecteur ou une grande lectrice? C'est par rapport à une autre personne qui lit plus ou moins que soi, mais finalement ça reste subjectif, c'est toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Et justement, c'est ça que j'ai bien aimé dans ton podcast, dans le premier épisode. Le fait d'écouter le premier témoignage, pendant que je l'écoutais, je me découvrais en fait en l'écoutant, alors que c'est une autre personne qui parlait d'elle, mais je me découvrais parce que je voyais toutes les différences ou tous les points en commun par rapport à cette personne-là. Donc ouais, c'est chouette ce que tu me dis, parce qu'on a toujours l'impression, vu qu'on se connaît et qu'on est avec soi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a l'impression d'être assez banal peut-être. Ouais. Et finalement, on se rend compte en parlant avec les autres que oui, on peut, je sais pas, projeter quelque chose auquel on s'attend pas, à laquelle on s'attend pas. Et ouais, c'est marrant, merci du coup de m'en parler. Et ouais, pour moi aussi, t'as un profil atypique, alors que pour toi, ça doit être un peu la norme dans ton monde et dans ton cercle, et c'est normal. Mais ouais, c'est intéressant. Bah oui, du coup, ça change. Enfin, je suis la seule libraire de ton entourage. Oui. Et moi, finalement, dans mon entourage, j'ai assez peu de gens non libraires. Voilà, c'est ça. En tout cas, Jonathan, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de discuter avec moi sur ce sujet qui sont les habitudes de lecture différentes en fonction des gens. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt.